Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. C'est probablement l'un des événements tech les plus importants de l'année. Facebook devrait sortir avant cet été sa crypto-monnaie afin de permettre à ses utilisateurs de s'envoyer des fonds en ligne depuis n'importe quel endroit du monde où le réseau social est accessible. Alors pensez-y, près de 2,5 milliards de personnes ont un compte et pourraient potentiellement utiliser cette crypto-monnaie. Facebook pourrait ainsi réussir là où Bitcoin n'a pas encore trouvé la solution, connaître l'adoption par le grand public. Bien sûr, c'est pas tout à fait pareil. Bitcoin est un protocole décentralisé sur lequel aucune entreprise n'exerce un contrôle et ne peut pas subir la pression d'un État. C'est d'ailleurs ça qui fait sa richesse. Mais quand bien même, le Facebook Coin pourrait rapidement devenir la monnaie non étatique la plus utilisée du monde en un temps record. Quoi qu'il arrive, 2019 sera de toute façon l'année lors de laquelle les géants de la tech se sont emparés des cryptos. Car avant Facebook, c'est Telegram qui devrait débarquer avec sa crypto-monnaie utilisable pour envoyer des fonds via ses messageries sécurisées aux 300 millions d'utilisateurs. L'an dernier, la start-up d'origine russe a d'ailleurs levé près de 2 milliards de dollars pour mener à bien ce projet auprès d'investisseurs triés sur le volet. Dans cet épisode de 21 millions, je reçois donc Philippe Rodriguez de la banque d'affaires Avolta Partners. Il a piloté un investissement de 15 millions d'euros dans le projet Telegram et nous ferons le tour de celui-ci tout en le comparant à ce que prévoit de faire Facebook. Avec Philippe Rodriguez, nous nous posons la question fondamentale qui convient de soulever lorsqu'on observe que les GAFA lorgnent désormais sur les crypto-monnaies. Est-ce que les États ont du souci à se faire ? Vous écoutez 21 millions, le podcast Crypto-Pédago qui vous explique simplement les crypto-monnaies, la blockchain et la décentralisation numérique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Bonjour Philippe Rodriguez, bienvenue dans 21 millions. Merci, très heureux d'être là. Alors on vous connaît dans le monde de la crypto pour avoir été à la tête de Bitcoin France, une des toutes premières associations hexagonales à s'emparer du sujet. Ce qui explique votre présence dans cet épisode de 21 millions, c'est que vous avez investi via votre banque d'affaires Avolta Partners dans l'ICO de Telegram l'an dernier. Alors Telegram, c'est une application que l'on utilise sur son smartphone ou son ordinateur et qui permet d'envoyer des messages chiffrés. Chiffré, ça veut dire qu'elle utilise la cryptographie et que personne ne peut accéder à son contenu. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'Emmanuel Macron et son équipe de campagne l'ont intensément utilisé lors de la dernière présidentielle. Alors j'ai une question toute simple pour commencer. Pourquoi croyez-vous dans une crypto-monnaie made in Telegram ? Alors c'est une question qui appelle une réponse un peu vaste parce que ça a été une réflexion assez longue pour pouvoir se décider. Je crois que avec l'intérêt que j'ai porté pour les crypto-monnaies, qu'il y avait un certain nombre de difficultés dans le déploiement de ces crypto-monnaies que Telegram pouvait résoudre. Et sans être forcément l'acteur qui était le seul à pouvoir les résoudre, mais en tous les cas, Telegram a apporté des réponses à un certain nombre de ces difficultés en termes de déploiement. L'une d'entre elles, mais il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'était l'adoption. Un des sujets clés dans les crypto-monnaies reste la façon dont des utilisateurs, mais également potentiellement des marchands, potentiellement des agents économiques, peuvent utiliser cette crypto-monnaie. Cette adoption est longue en général, et en général, sur les moyens de paiement, elle peut être très longue et parfois complexe. Il est vrai que dans la chaîne de valeur d'un système de monnaie ou de paiement, le fait de disposer d'un accès déjà à des utilisateurs qui sont reliés par une messagerie ou reliés par ce type de système est un atout considérable. Alors, étant donné que le projet a fait énormément parler de lui, on s'attend quand même à une explosion de la demande une fois que le gramme sera sur le marché. Qu'en pensez-vous ? Alors, on est prudent sur ce sujet-là. C'est un sujet sur lequel, oui, on fait le pari qu'il y a une demande, mais
nos analyses nous mènent quand même à une certaine prudence. Plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le nombre d'utilisateurs moyen dans un mois, qui aujourd'hui avoisine plutôt les 300 millions par mois. On peut imaginer en fait que si ces 300 millions d'utilisateurs disposent dans leur nouvelle application Telegram d'un wallet, on a déjà un premier usage qui est intéressant parce que c'est une bonne façon de bootstrapper, comme on dit, ce business. Avec on n'aime pas trop les anglicismes. Bootstrapper, ça veut dire quoi? Ça veut dire démarrer, en tous les cas. Et de démarrer ces services avec un grand nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Donc on peut avoir une demande qui va naître de là, parce que les premiers utilisateurs vont devoir acheter ces grammes pour pouvoir les utiliser, soit pour pouvoir transférer de l'argent d'un point A à un point B de la planète, soit pouvoir offrir des services, soit à nouveau acheter des services au sein de Telegram. Donc là, on a un premier potentiel d'offre qui est intéressant. Et ça, on est en train de parler d'utilité ici. Ensuite, est-ce qu'il y a une demande qui va naître aussi d'un effet un peu plus spéculatif, qui consiste à dire, en voyant ce qui est en train de se passer sur le marché et en espérant en fait que l'ensemble de ces demandes vont continuer à augmenter dans le temps, je préfère en acheter, en avoir en réserve. C'est possible aussi qu'il y ait ça. Qu'on cumule les deux, il faut que cette demande, corresponde également à l'offre, qui est quoi ? Qui est les premiers tokens qui vont être disponibles de la part des investisseurs qui ont acheté l'ensemble de ces tokens au départ et qui, pour certains d'entre eux, vont les remettre sur le marché. D'accord. Et quand on dit qu'on s'attend à une explosion, ça pourra pas non plus atteindre des niveaux stratosphériques parce que l'équipe de Telegram prévoit justement de faire suivre une courbe particulière donc au prix. Donc il se réserve le droit d'intervenir sur le marché. C'est ce que vous m'aviez expliqué il y a quelques semaines. Alors c'est juste. Il est vrai que, et ça c'était une deuxième difficulté qu'ont pas mal de crypto-monnaies et qui peuvent être amoindries par cette fonction. La deuxième difficulté, c'est la volatilité. C'est très compliqué d'utiliser un système de paiement lorsqu'il utilise en fait une valeur qui est très volatile. Intellectuellement, c'est possible. Il n'y a pas de difficulté particulière. Dans la pratique, c'est très compliqué puisqu'en fait, on a du mal à avoir une référence par rapport à d'autres valeurs. Donc, si on est en circuit fermé, la volatilité n'influe pas, mais dès qu'il y a d'autres agents économiques qui utilisent d'autres valeurs, la volatilité pose un problème. Or, ce que prévoit l'équipe de Telegram, c'est de dire, effectivement, je vais être mon propre market maker et ils utilisent une réserve de façon à pouvoir soit acheter des tokens, soit vendre des tokens. Donc, en fait, c'est intéressant parce que là, on comprend mieux pourquoi il y a besoin d'autant de dollars pour pouvoir faire tourner ce type de crypto-monnaie. C'est que si on n'a pas de contrepartie en dollars, on ne peut pas être son propre market maker parce que vous n'avez pas suffisamment de dollars pour acheter lorsque le prix baisse ou en remettre à la vente lorsque le prix est trop haut. Donc vous avez besoin à la fois de tokens, et il y a une réserve qui est existante qui permet en fait de remettre des tokens sur le marché, mais il y a également des dollars pour pouvoir effectivement acheter. Et tout ça, c'est défini par des règles qui sont inscrites dans le protocole. Donc en fait, la grande partie de l'argent levé lors de l'ICO va surtout servir à racheter des tokens en fait. Elle va servir à effectivement rendre le cours stable. Alors comment êtes-vous informé par les équipes de Telegram de l'avancement du projet? Comment ça se passe quand on a investi dans l'ICO? On reçoit des bulletins d'information sur l'état d'avancement du projet. D'accord, et c'est tous les combien C'est pas assez fréquent à mon goût, mais en même temps, on a plutôt de bonnes nouvelles. Donc le projet avance bien. D'accord. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'une date de sortie cette année, dans les quelques semaines J'ai pas l'information, donc ma compréhension, c'est que le testnet commence. Alors en retard par rapport à ce qui avait été prévu dans le planning, évidemment.
puisqu'on s'attendait plutôt à ce que le testnet commence plutôt à la fin de l'année dernière. Donc en retard sur ce planning-là. On peut imaginer aussi, et ça a été diffusé aussi par différents analystes que je cite ici, mais comme les contrats proposent aussi de rembourser les investisseurs à une date qui est la fin du mois d'octobre, dans le cas où le token ne serait pas disponible à ce moment-là. On peut donc imaginer que si on rajoute 3 ou 4 mois à partir du début du testnet, ça nous amène fin juin. Entre fin juin et fin octobre, normalement, le token devrait être disponible. Ça, ce sont nos estimations, mais voilà. D'accord. C'est quand même marrant parce que vous êtes investisseur, mais vous n'êtes pas vraiment tenu au courant quand vous le souhaitez, quoi. Est-ce que c'est pas effrayant à votre place de mettre autant d'argent sans avoir la possibilité de demander des comptes ? On savait dès le démarrage que c'est une opération assez risquée, compte tenu de la façon dont cette équipe a l'habitude de travailler avec ses propres investisseurs et j'allais dire et avec l'écosystème en général, puisque ce sont des gens qui sont assez secrets. Ils le sont aussi avec les journalistes et ils sont assez on retrouve un peu cet esprit un peu paranoïaque qu'il y avait tout au début, probablement même avant le Bitcoin, sur un certain nombre de sujets. Ils font partie de cette mouvance-là. Ils sont sur des sujets sur lesquels ils sont régulièrement confrontés à des demandes de la part des gouvernements qui insistent pour avoir des accès aux clés privées qu'ils gèrent. Donc on comprend bien que c'est une organisation tout à fait particulière. Et lorsque je dis organisation, je pèse mes mots, je dis pas entreprise. On est en face d'une organisation qui est probablement gérée comme on aurait pu imaginer que les cypherpunks dont vous avez parlé dans les premiers épisodes de ce podcast auraient géré une organisation. Et que pensez-vous du fondateur Pavel Durov ? Vous l'avez déjà rencontré, je crois. Je l'ai rencontré. Je pense que c'est quelqu'un qui porte une histoire, qui le rend crédible sur un certain nombre de sujets, et notamment la tension particulière qu'il a sur le sujet, de la digital privacy, de la vie privée dans le numérique. C'est quelque chose sur lequel il est très sensible. Et juste, je vous coupe 2 secondes pour donner un peu de contexte. Alors, le créateur de Telegram, donc s'appelle Pavel Durov, et avant Telegram, il a lancé vContact en 2006, qui est l'équivalent de Facebook dans le monde russe. Alors, le succès de ce réseau social a été fulgurant à tel point que le FSB, donc les services secrets russes, lui ont ordonné de livrer les données personnelles de ses utilisateurs lors des premières manifestations anti-Poutine en 2011. Et Pavel Durov a refusé ce passe-droit et il a du coup été poussé à vendre ses parts dans vContact à un proche du Kremlin. Et c'est avec l'argent de cette vente, donc environ 300 millions de dollars, qu'il a pu monter son nouveau projet Telegram. C'est bien ça ? Oui, c'est en tous les cas les informations que l'on a. Ce qui rend le personnage tout à fait intéressant à mes yeux, c'est qu'on est en face, pour moi, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. On est en face d'une génération d'entrepreneurs qui, finalement, est beaucoup plus attachée à une cause qu'à une capitalisation boursière. Et tout est construit dans cette organisation autour de la cause plutôt qu'autour de la création de valeur. Et le fait d'avoir investi son propre argent, qui, selon mes propres estimations, qui ne valent que mes propres réflexions, donc je n'ai pas d'informations précises sur ce sujet, Pavel Durov a dû probablement déjà dépenser la totalité de ce qu'il avait gagné pour investir dans la création d'une messagerie qui soit résistante à la censure des gouvernements. Il a fait ça parce qu'il pensait que le monde en avait besoin. C'est intéressant parce qu'on est dans un cas un peu différent de la création de la plupart des entreprises par des entrepreneurs qui peuvent consommer l'argent des venture capitalistes. Ici, il a dépensé son propre argent pour être libre. Et il continue à réfléchir comme ça, et sur plusieurs questions qu'on a eu l'occasion d'aborder
lors de nos dialogues, il continue à imaginer que finalement il est attaché à une cause et non pas attaché en fait à faire grandir simplement une capitalisation boursière ou une token market cap, comme on pourrait dire, une capitalisation de jetons. Alors c'est intéressant, ça peut être effrayant pour des investisseurs, parce que les investisseurs, eux, préfèrent avoir un patron qui soit aligné dans la croissance de cette capitalisation. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un sens nouveau et un entrepreneuriat nouveau qui est en train de naître et qui pour moi est peut-être un peu utopique, mais pour moi ressemble un petit peu à cette dimension un peu post-capitalistique que peut prendre dans certains domaines le monde, et notamment dans le monde des crypto-monnaies. Est-ce que pour vous, c'est un peu l'anti-Zuckerberg ? Pour moi, c'est un modèle qui est un peu à l'opposé sur beaucoup de sujets de celui de Mark Zuckerberg. La volonté de ne pas être attaché à une territorialité et à une souveraineté, et c'est ce qu'essaye de faire en fait Pavel Durov, déjà l'oppose à un Mark Zuckerberg qui fait quand même partie d'un America Inc., quoi qu'on puisse dire. Il fait partie en fait de ce soft power américain et là effectivement Pavel Durov s'oppose à ça. Il s'oppose aussi à une définition simple du business qui consisterait à dire on fait grandir cette capitalisation boursière et notre jeu consiste finalement à offrir des services à un ensemble d'utilisateurs en échange de quoi on va devenir les hommes les plus riches de la planète. Je pense que Pavel Durov peut être dans un contexte un peu différent, plutôt tourné autour d'une cause, d'une mission qu'il s'est donnée, et dans lequel finalement tous les gens qui peuvent contribuer à cette cause-là vont en bénéficier. Mais quand même, on peut lui accorder le crédit de vouloir un petit peu s'enrichir au passage. C'est pas qu'un bon samaritain. Probablement. Et probablement, voilà, il faut pas non plus tomber dans le domaine non plus opposé à ça. Je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Si on calcule bien, les développeurs ont à peu près 8% de la capitalisation du gramme, de tonnes. Et donc, dans les 8%, on peut imaginer qu'il y a aussi Pavel Durov dedans. Donc voilà, on pourra parler du prix tout à l'heure, mais sur une capitalisation de ce token de plusieurs milliards, oui, ça représente de l'argent, on est d'accord. Alors, pour en revenir vraiment au projet crypto de Telegram, alors certains lui reprochent d'être trop centralisé. C'est-à-dire que rien n'empêche les gérants de Telegram de faire un peu ce qu'ils veulent de la crypto-monnaie que les gens vont utiliser. Par exemple, ils peuvent jouer sur la masse monétaire arbitrairement et ça pourrait faire perdre de la valeur aux actifs en circulation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant dans la gestion du protocole ? C'est une excellente question et je pourrais pas dire que je suis totalement confiant. C'est la personnalité de Durov qui vous inspire confiance. Et je pense en fait que moi j'ai été convaincu, les investisseurs qui ont investi ont été convaincus aussi sur le sujet suivant. Si on veut un système complètement décentralisé et dans lequel il n'y a pas d'intervention humaine et dans lequel finalement on connaît exactement les règles parce que ce sont des algorithmes qui fonctionnent bien, on dispose déjà d'une crypto, ça s'appelle le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est le système, pour moi, parfait, si on reprend en fait ce type de définition. Néanmoins, le Bitcoin peut avoir un certain nombre de faiblesses que j'ai évoquées. L'adoption, la volatilité... et la scalabilité pour l'instant, scalabilité, même s'il y a des gros travaux dessus, qui est en train de vraiment de faire des progrès incroyables cette année. Mais globalement, la rapidité aussi de l'évolution, parce que le phénomène d'un développement extrêmement décentralisé fait que par coup de fork, peu à peu, on améliore le protocole, mais il faut avouer que ça prend beaucoup de temps. Donc, tous ces sujets-là font que des cryptos qui ne disposent pas de ces qualités du Bitcoin, eh bien, vont pouvoir résoudre ces aspects-là. Donc, en quelque sorte, ce sont des ersatz, en quelque sorte, de Bitcoin. Toute crypto est en fait une sorte hérite des propriétés, mais vont
modifier certains aspects pour pouvoir gagner en efficacité sur un sujet. C'est pour ça que pour ma part, je pense que l'ensemble des cryptos sont comme une sorte de zoo dans lequel on a des mammifères qui se ressemblent tous, mais ils sont tous différents. Ils héritent tous d'un certain nombre de caractéristiques, mais il faut avouer qu'une girafe, c'est un peu différent d'un dauphin. Néanmoins, chacun est compatible avec son habitat, compatible avec son écosystème. Et une girafe a du sens comme un dauphin a du sens, au fond. Et c'est pour ça que je crois que vous avez raison. Il y a des faiblesses au sens de la pureté que l'on pourrait avoir dans une crypto comme celle du Bitcoin quand on les compare. Mais elles sont pensées pour pouvoir résoudre certains des capacités de ces cryptos. D'accord. Et donc on parle de cette gestion de Telegram qui est centralisée, mais il y a un aspect intéressant qu'on avait déjà évoqué ensemble, c'est que l'entreprise en elle-même, donc plutôt l'organisation, comme vous disiez, est décentralisée elle. Il n'y a pas de siège social et Durov a plusieurs fois déclaré qu'il comptait régulièrement changer de pays, de résidence pour ne pas subir les pressions des États. Est-ce que c'est suffisant en fait pour rassurer les gens, les investisseurs, on va dire? Non, ça l'est pas de toute évidence. Je pense qu'à nouveau on est à nouveau dans un probablement cette philosophie un peu cypherpunk dans lequel Durov, de par son histoire que vous avez évoquée, est très prudent de la relation qu'il peut avoir avec les États et les États souverains. Donc il fait tout pour démontrer que Telegram sort du contrôle que pourraient avoir les États-nations et tous les régulateurs sur la planète concernant cette monnaie. Et c'est un peu la promesse qu'il apporte. Je discutais avec un groupe de bons connaisseurs des cryptos en Iran. Et c'est un bon sujet parce que Telegram est l'application numéro 1 en Iran de très loin. Il y a à peu près autant de comptes Telegram en Iran que de la population iranienne. Et on sent bien que le Parlement a évoqué l'idée que le gramme n'étant toujours pas là, mais qu'il commence à s'inquiéter de l'arrivée du gramme. C'est quand même assez intéressant parce que ça prouve effectivement que cette promesse que Durov essaye d'entretenir en disant je suis pas sous l'emprise d'une autorité et d'un État-nation me permet d'être totalement libre pour offrir une solution aux citoyens des différents pays. Et est-ce que vous pensez que les États ont du souci à se faire pour leur souveraineté monétaire? Par exemple, si Telegram s'impose en Iran, il y a un vrai risque pour le rial. Oui, je sais pas répondre à cette question dans le sens où je ne sais pas si, et pour en avoir parlé plusieurs fois avec des économistes monétaires, je ne sais pas si les cryptos, c'est-à-dire la capacité d'avoir de nouvelles masses monétaires qui vient augmenter la masse monétaire fiat, la masse monétaire des monnaies fiduciaires, eh bien, je ne sais pas en fait si ça a un impact positif ou négatif. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on est un peu arrivé à la fin de notre capacité à pouvoir émettre plus de monnaie fiduciaire sur les marchés. Est-ce que l'impact d'avoir un peu plus de monnaie qui proviendrait de monnaie crypto est un impact positif ou négatif? Par ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup de banques centrales réfléchissent aussi sur la possibilité pour elles-mêmes d'avoir ces espèces de crypto monnaie de banque centrale. Et par voie de conséquence, on sent bien qu'il y a une réflexion aussi sur ces sujets. Donc, est-ce qu'elles s'opposent ou est-ce qu'elles complémentent? Je n'ai pas tout à fait la réponse. Et j'aimerais qu'on parle maintenant d'un gros sujet qui agite l'écosystème, c'est Facebook qui devrait lancer sa crypto-monnaie d'ici cet été. Alors on sait peu de choses encore, il n'y a que des rumeurs de presse, mais on se dirige vers une crypto-monnaie qui serait un stablecoin, donc une crypto-monnaie indexée sur un panier de différentes devises, et donc qui permettrait à s'envoyer des fonds, d'abord via WhatsApp, mais ça devrait être généralisé un peu dans tout l'écosystème Facebook. Alors ce projet, il serait beaucoup plus centralisé que celui de Telegram assez naturellement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un problème pour Telegram ou est-ce que c'est complètement différent comme projet?
Je pense que c'est un projet un petit peu différent, évidemment, parce que à nouveau, on est vers un petit peu plus de centralité, c'est vrai. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il y a des choix qui sont différents, notamment le choix d'un stablecoin qui est différent du choix qui a été fait sur le Gram, mais également sur les autres messageries, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les autres messageries comme Signal ou même comme Kik ou même Lime ont déjà en fait ces aspects de jetons qu'ils peuvent utiliser. Donc on sent bien que ces capacités-là sont un peu plus centralisées. Donc on est sur un registre différent. Évidemment, ce que j'observe, c'est que la plupart des analystes, la plupart du marché commencent à penser que les cryptos, c'est sérieux, ce que vous et moi, on pense déjà depuis quelque temps. Mais ils commencent à penser que c'est sérieux depuis que Facebook devient sérieux sur le sujet. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je le vis plutôt comme étant une forme d'évangélisation très forte qui peut être faite avec Facebook. D'abord auprès d'une communauté plutôt l'élite de la technologie, puis les geeks, puis les early adopters, puis peu à peu le grand public. Je pense qu'on va avoir un impact qui est très fort en termes de communication, qui probablement va aider l'ensemble des acteurs de ce domaine, et il peut aider même au-delà de ça, pas seulement les acteurs qui proposent des cryptos au sein de leur système de messagerie, mais globalement l'ensemble des cryptos aussi. Je suis plutôt d'accord avec vous sur ce catalyseur que représente Facebook, mais est-ce que c'est pas un peu décevant que ce soit Facebook qui serve de catalyseur alors que Bitcoin existe depuis 10 ans? C'est un peu triste. Ça Est-ce que prouve, Bitcoin en fait, n'a pas manqué quelque chose en fait dans son développement ou dans son évangélisation? C'est un peu triste parce qu'on se dit finalement l'évangélisation de Bitcoin a été à la fois excellente dans la mesure où un système sorti de nulle part et dans lequel on a une promotion sans organisation a finalement atteint un niveau de notoriété qui est remarquable, c'est juste, mais qui n'a pas atteint encore une légitimité qui tarde à venir, alors que Facebook pourra l'apporter assez rapidement. Donc, vous avez raison, on ne peut pas nier non plus que la notoriété de Bitcoin, c'est une histoire incroyable. Et les 10 années qui viennent de passer, c'est passé de rien à vraiment quelque chose qui est connu sur toute la planète, mais qui n'a pas encore franchi la barrière du grand public, ce que pourrait faire Facebook. Je pense que c'est l'histoire de l'innovation qui est ainsi, et que dans la plupart des cas, il faut attendre souvent plusieurs vagues pour voir un concept se faire connaître. On l'a su avec Internet. Et si on parlait un instant du téléphone, on se rendrait bien compte qu'il a fallu des années, en fait même des décennies pour être précis, avant que le concept ait un quelconque notoriété dans le grand public. Et vous êtes un peu jugé parti étant donné que vous êtes investisseur dans Telegram, mais est-ce que vous pourriez nous donner les défauts et les qualités selon vous du Facebook Coin avec les informations dont on dispose? Je pense en fait que je peux parler des qualités du Facebook Coin. Je me sens tout à fait à l'aise pour en parler. La première des qualités, si je reprends en fait la grille de lecture que j'avais tout à l'heure, l'adoption, 300 millions d'utilisateurs par mois chez Telegram, 2,3 milliards, entre 2,3 milliards et 2,5 milliards lorsqu'on cumule les 3 messageries de Facebook, c'est-à-dire Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram. Donc c'est du 10 fois plus, c'est intéressant. Intéressant, je pense aussi, le stablecoin. Je pense que c'est une façon de dire on part sur quelque chose qui est stable. Alors stablecoin sur un panier de monnaie, il faudra qu'on m'explique exactement comment ça marche, parce que ça veut dire que pour chacun d'entre nous, sur chacune des monnaies, ça voudra dire qu'il y aura une variation. Donc c'est un peu étrange, mais peut-être que c'est pas ça qui va être choisi. Je serais prêt à parier qu'on finit sur un stablecoin sur le dollar. J'ouvre le pari ici, on verra, mais ça risque de se terminer comme ça quand même. Faiblesse, je pense que l'image de Facebook globalement, qui est une entreprise incroyable, qui relève des défis chaque jour sur des sujets sur lesquels Facebook a une responsabilité grande. Et avec cette responsabilité qui est due au pouvoir que Facebook a sur un très grand nombre d'utilisateurs, je pense que Facebook est conscient de ses responsabilités, est une entreprise remarquable à ce titre.
Néanmoins, son image a périclité depuis quelques années. Et effectivement, on peut avoir une tranche de la population ou des utilisateurs qui se disent quel est le niveau de confiance que je peux avoir dans cette entreprise à gérer cette monnaie. Donc ça peut être une faiblesse qui n'est pas totalement contrecarrée par les autres offres sur le marché. Mais c'est un sujet. On peut imaginer que les plus libertariens et dans des zones du monde dans lesquelles on a des restrictions sur la liberté d'expression préfèrent Telegram, et que dans d'autres pays dans lesquels on a moins de restrictions sur la liberté d'expression ou sur la censure des gouvernements, que Facebook connaisse un bon déploiement. Et on parlait de Telegram comme un potentiel danger pour la souveraineté monétaire des États. Je pense qu'avec Facebook, le danger est un peu plus net. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, à nouveau, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'y crois assez moyennement. Donc, je ne pense pas en fait que ces effets-là vont dans les on va dire dans les 5 ans qui viennent, en tous les cas, bouleverser l'ordre mondial en termes d'équilibre monétaire. C'est pas vraiment un bouleversement, mais disons que les GAFA sont aussi puissants que les États. Donc, s'ils se dotent maintenant d'une monnaie, c'est assez logique. Est-ce que c'est pas finalement la cerise sur le gâteau et que maintenant ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent avec une monnaie propriétaire ? Et je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Je pense que dans la réalité, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça soit une vraie menace pour les banques centrales et pour les grands équilibres mondiaux. Il est vrai qu'on pourrait voir que dans certains pays, eh bien ces monnaies servent effectivement peut-être de substitut efficace pour pouvoir eh bien avoir un outil économique qui fonctionne là, aux endroits où ça ne fonctionne pas, où la monnaie ne fonctionne pas dans certains pays, dans certaines zones du monde. Je ne pense pas que ça soit tout à fait en Europe ou aux États-Unis que ça se produira, mais peut-être dans d'autres régions du monde, c'est possible. Ouais. Super. Merci beaucoup Philippe Rodriguez d'être passé dans 21 millions. Je suis ravi. À bientôt. Merci beaucoup à Philippe Rodriguez pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!